Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis un tout petit peu en retard parce que j'essayais de me connecter sur YouTube, mais manifestement j'ai des problèmes de réception, de des problèmes de réception, voilà, sur mon ordinateur, et j'y arrive pas. Bon, ça fait rien, on va travailler uniquement sur Facebook et puis je la ferai basculer ensuite cette petite vidéo sur YouTube précisément et puis également sur LinkedIn. Alors, je voudrais vous reparler à nouveau de mon livre, hein, sachant que voilà, on est vraiment dans la dernière ligne droite puisque il est en train d'être tiré chez l'éditeur et à l'imprimerie, et que donc il doit paraître vraiment dans les jours qui viennent, fin septembre ou début octobre. Je vous rappelle son titre, hein, Demain il sera trop tard, ce qui est un titre quand même assez problématique, et surtout le sous-titre qui est vraiment le fond de mon livre, Comment sortir de la crise systémique du capitalisme, puisque c'est bien à une crise systémique à laquelle nous sommes confrontés, une crise comme jamais le capitalisme n'en avait connu dans sa gravité, et qui peut-être signe la fin de ce modèle de développement conçu en grande partie avec la révolution industrielle et imposée par les pays dits développés aux pays dits pauvres, et qui a contribué donc à la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'une crise généralisée qui affecte aussi bien ceux qui sont responsables de cette crise, c'est-à-dire les pays capitalistes développés, que ceux qui n'y sont pour rien et qui subissent, et parfois même plus violemment que les premiers, la crise en question. Et je fais en particulier allusion aux pays pauvres d'Afrique ou d'Asie. Bon, je fais tout ce travail de préparation à à la sortie de mon livre parce que je voudrais absolument donc qu'il puisse être entre toutes les mains le plus vite possible, enfin de la part de gens qui sont intéressés par ces problématiques. Vous étiez environ 1500 à me suivre sur mon dernier webinaire. Il faudrait qu'il y en ait le même nombre qui achètent ce livre pour que mon éditeur, hein, Libre et Solidaire, qui est un éditeur militant, indépendant, puisse boucler, hein, et puisse par là même résister à ce qui est en train de devenir un véritable racket des grands éditeurs sur le marché de l'édition. Et on est là confronté à un problème dont personne ne parle, mais qui est extrêmement grave quant à la diffusion de la pensée. Bon, alors, pour replacer un petit peu ce livre dans son contexte, hein, je vous ai déjà dit que je l'avais pensé au mois de février-mars, hein, au moment où commençait donc à se précipiter un certain nombre d'événements qui laissaient supposer une accélération de la crise systémique. Et bah, ma foi, cette intuition qui était la mienne s'est malheureusement révélée vraie avec l'accélération de deux crises qui étaient prévisibles, hein, la crise climatique sur laquelle nous sommes alertés depuis belle lurette et sur lequel rien n'a été fait, hein, mais parce que pour arrêter la crise climatique, il faudrait arrêter les rejets de CO2, et donc arrêter pratiquement l'ensemble de la machine productive mondiale. Et puis est venue se greffer la crise énergétique liée à une crise géostratégique en plein cœur de l'Europe, et qui nous a montré à quel point ce modèle de développement capitaliste de consommation à outrance était fragile comme un colosse au pied d'argile, puisque dépendant pour faire tourner cette gigantesque machine, d'une énergie, hein, en grande quantité et bon marché, ce qui
n'est plus le cas, qui ne sera plus jamais le cas, et c'est pas simplement lié à la crise en Ukraine, hein, et à nos volontés donc de faire cesser cette agression inqualifiable du dictateur Poutine, mais qui est également lié au fait que les ressources énergétiques fossiles se raréfient, hein. Cela aussi, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on le sait, hein, depuis le rapport Meadows des années 70, et que les réserves de pétrole et de gaz pour les pays qui ont la chance, point d'interrogation, d'en posséder, vont en se raréfiant, donc ils n'ont pas du tout intérêt à ouvrir massivement les vannes de leur production d'énergie, et pour maintenir des prix à un très haut niveau et pouvoir continuer à reposer sur une rente énergétique, hein, qu'elle soit pétrolière au niveau de la Russie et des pays du Golfe et des États-Unis, hein, ou bien qu'elle soit gazeuse, hein, et on retrouve à peu près les mêmes pays avec peut-être un avantage encore plus marqué pour les États-Unis, qui n'hésitent plus à totalement foutre en l'air la nature pour aller capter du gaz de schiste, qui est une véritable catastrophe pour l'environnement. Alors ce livre, donc, il a été rattrapé effectivement par des événements qui se sont produits, hein, qui se sont accélérés, hein, au cours de l'été, à la crise écologique générale est venue se greffer la crise climatique, à la crise climatique est venue se greffer la crise énergétique. Tout cela sur un fond de crise sanitaire, et c'est ce qui m'a tout de suite conduit à penser, à expliquer que cette multiplication de crises n'était pas à prendre les unes après les autres, hein, mais qu'elles étaient la résultante de la crise du modèle de développement qui les fait naître, hein, et que c'est donc bien bel et bien la crise du modèle de développement capitaliste. Et ça, il faudrait peut-être quand même qu'un jour ou l'autre, l'ensemble des experts, des journalistes, enfin bref, de tous les gens qui sont censés créer de la pensée. Bon, parfois je rigole quand je pense à des journalistes qui sont capables de créer de la pensée, mais bon, bref, la parenthèse est terminée, que c'est une crise systémique, donc une crise totale du modèle de développement capitaliste, hein, en sachant que le modèle de développement capitaliste, c'est pas simplement un modèle de production, hein, qui a basculé depuis quelques années dans une hyper-consommation et une hyper-production. Donc c'est pas simplement un mode de production, hein, et un mode d'échange, la plupart du temps régulé par le marché, mais c'est également un mode de fabrication idéologique, ce qui explique que même en pleine crise, finalement, les révoltes à travers le monde sont, à mon avis, hein, relativement limitées, parce qu'il y a eu un tel endoctrinement, il y a eu une telle perfusion du fait qu'il n'y avait qu'un seul modèle de développement, hein. Rappelez-vous la célèbre phrase de Margaret Thatcher, hein, There is no alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que le système capitaliste d'accumulation massive, hein. Et on a tellement conditionné les gens à cette pensée unique, hein, néolibérale, on les a tellement également persuadés de se mouler dans un mode de vie qui, en gros, fait qu'on leur donne des schémas à imiter, hein, tant sur le plan de la consommation que du mode de vie, que sur le mode de consommation, que sur le mode de consommation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit informatique, qu'elle soit toutes les formes de consommation, y compris alimentaire ou autres, hein, et que finalement peut-être il sera plus difficile à rentrer en conflit avec ce que Marx appelait les superstructures, c'est-à-dire ce qui crée les idéologies, hein, ce qui crée les pensées qui font accepter l'inacceptable à une partie de l'humanité. Ce sera peut-être plus difficile à réaliser que
que finalement l'effritement progressif d'un modèle de production économique qui de toute façon touche à sa fin, puisque comme il n'y a pas comme il n'y a pas there is no alternative à la Thatcher, il n'y a pas de planète B qui permette de repousser les limites de la croissance. Alors, je suis assez heureux que ce livre finalement paraisse maintenant, où on voit nettement émerger à travers le monde, et en particulier en France, une école de pensée, hein, qui est une école de pensée radicale, très anticapitaliste, hein, et qui conteste la nature même du capitalisme par la contestation du dogme de la croissance infinie, hein, et vous connaissez tous ces responsables politiques, hein, qui à l'heure actuelle alimente une grande partie des discussions sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn, et qui alerte sans arrêt sur les dégâts commis par le système, tant sur le plan de l'émission des gaz à effet de serre que sur le plan des difficultés à résoudre la crise énergétique, que à poser un problème d'un autre modèle de développement agricole. Donc l'émergence de cette pensée, hein, anticapitaliste radicale, parfois surnommée décroissance, mais à condition qu'on connaisse bien le mot décroissance et qu'on ne le caricature pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tellement heureux que Vincent Liégé, qui a écrit un bouquin remarquable sur la décroissance, et pour démythifier un certain nombre de ragots et de calomnies sur cette notion même de décroissance, ait accepté de faire la préface de mon livre. Et c'est donc bien la rupture entre la conjonction entre deux mouvements de pensée, hein, celui que je porte depuis maintenant 40 ans sur la nécessité de renforcer le secteur de l'économie sociale et solidaire comme alternative au modèle de développement capitaliste, et la rencontre de ce nouveau modèle de réflexion, hein, ce nouveau modèle de pensée qui n'incorpore pas suffisamment, à mon avis, la réponse de l'économie sociale. Et si mon dernier combat peut être finalement de faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre ces deux courants de pensée pour régénérer une pensée véritablement antilibérale, anticapitaliste et viscéralement de gauche, et permettre de porter un nouveau logiciel d'une gauche qui est bien empêtrée dans les problèmes du quotidien et parfois même du sordide, ce serait effectivement quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'ai toujours plaidé pour une économie sociale de transformation, c'est-à-dire que je me suis jamais senti très à l'aise dans l'économie sociale de réparation telle qu'elle a été conçue par un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale, hein. Bon, ce qui ne m'a pas valu d'ailleurs que des amis, hein. J'avais critiqué en son temps la loi Hamon à cause de l'introduction de l'entrepreneuriat social, qui quand même dérogeait au principe de non-lucrativité totale. Bon, je veux bien accepter le principe de la lucrativité limitée, mais point trop n'en faut. Et donc, je voudrais pas que cette économie sociale et solidaire, qui dès le début a été résolument émancipatrice pour les hommes qui s'y sont investis et qui ont, en s'investissant dans des mutuelles, des coopératives ou des associations, essayé d'apporter une réponse aux difficultés subies par les plus faibles par le système capitaliste. Je voudrais pas que ce message initial, hein, des grands fondateurs de l'économie sociale se dilue dans une économie sociale par trop complaisante avec le système en place, et perdant de vue que la finalité de l'économie sociale et solidaire, c'est d'installer un autre type d'économie
basée sur d'autres valeurs que celles du modèle néolibéral, qui sont les valeurs de solidarité, les valeurs de responsabilité, les valeurs de non-lucrativité ou de lucrativité limitée, le refus de l'argent roi, la volonté de travailler pour le bien commun et les valeurs collectives, et également le refus du profit comme unique perspective de l'activité humaine. Donc, si ces deux courants de pensée peuvent se retrouver, eh bien, j'en serais particulièrement heureux. Alors, quelques mots, si vous le voulez bien, avant donc de vous renvoyer à ce livre qui va bientôt paraître. Hein. Il est en train de se passer ce que je craignais depuis le début, à savoir que toute une série de responsables, d'analystes, de pseudo-journalistes sont en train de fractionner les crises les unes après les autres pour bien montrer qu'elles sont finalement très différentes les unes des autres. Hein. Alors on a d'abord eu la crise sanitaire, puis ensuite la crise écologique qui continue malheureusement avec toute la pollution des eaux, de la terre, des océans, etc. Puis ensuite la crise climatique. Maintenant on est en plein dans la crise énergétique. Se profile également, et là aussi on est en plein dedans, une crise financière majeure avec une inflation qui tend à devenir absolument insupportable pour les ménages modestes et d'ailleurs pour les ménages tout court. Hein. La crise géostratégique qui n'est pas là par hasard. Hein. Il n'y a pas eu une guerre entre la Russie et l'Ukraine uniquement à cause des fantasmes d'un déséquilibré. Hein. C'est parce qu'il y a également des enjeux énergétiques et des enjeux d'alimentation mondiale qui sont derrière. Et donc que toutes ces crises finalement seraient à écouter les bien-pensants qui règnent en maître dans les tribunes de la télévision française, seraient à déconnecter les unes des autres et à chacune on va apporter la solution miracle. Non, c'est exactement le contraire. Hein. Toutes ces crises ne font qu'une. Hein, et elles sont les résultantes, les conséquences, les visages de la crise de notre modèle de développement qui arrive à l'épuisement puisque il a tellement épuisé les hommes et les ressources naturelles que et les hommes et la nature n'en peuvent plus et que donc on assiste à une crise majeure de notre système de développement. Alors, pour bien montrer le lien entre toutes ces crises et pour bien montrer qu'il faut poser les problèmes à leur source et non pas simplement à leurs effets, je prendrai qu'un seul exemple parmi toutes les crises que je développe dans mon bouquin. Alors, mon bouquin, il rappelle le modèle de développement dans lequel nous sommes, la façon dont fonctionne le système capitaliste, en insistant sur ce que je viens de vous dire quant à l'aliénation culturelle et idéologique. Et donc ça occupe les 3 premiers chapitres de mon bouquin. Ensuite, je bascule dans l'accélération de la crise systémique, donc qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et ensuite, je m'attarde à détailler un petit peu certains aspects de la crise alimentaire, la crise énergétique, la crise financière. Je vais donc reprendre la crise énergétique, puisque c'est le chapitre 5 de mon bouquin. Alors, on essaye de résoudre la crise énergétique par des bouts de sparadrap. Vous le voyez bien, on vous demande, on essaye de culpabiliser les gens qui consommeraient trop d'énergie parce qu'ils augmenteraient de 1 degré le chauffage de leur appartement, ou bien parce que ils ne seraient pas suffisamment lucides quant à leur consommation ou d'énergie au niveau de leur véhicule ou au niveau personnel.
personnel ou bien dans leur consommation d'eau. Bref, le système s'en sort en ne montrant jamais les véritables responsables et en culpabilisant finalement l'ensemble de la population. Si on en est là, c'est bien parce que vous n'êtes pas suffisamment raisonnable dans votre consommation, comme si précisément tout ce qui avait été le moteur de ce système n'avait pas été de pousser les gens à consommer sans arrêt, à consommer sans restriction, à consommer jusqu'à l'inutile, à consommer jusqu'à l'insupportable, jusqu'au futile, jusqu'au déraisonnable. Et donc, ce qui m'étonne, c'est que jamais une personne dans un forum ne pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant d'énergie à l'heure actuelle, et qu'est-ce qui a poussé notre modèle de développement à devenir si énergivore qu'il ne l'est à l'heure actuelle? Parce que c'est pas par des mesures symbolique, fût-elle sympathique, hein, qu'on va régler le problème de l'hyperconsommation énergétique qui marque un modèle de développement. Non, on a poussé la consommation énergétique parce qu'il fallait faire marcher toute la machine à produire, hein, machine à produire qui n'a cessé de se développer au cours du XXe siècle, hein, avec la production des biens de production, puis ensuite des biens de consommation, avec une accélération de la fabrication de ces biens de consommation, hein, dans une mondialisation que l'on a dit heureuse et qui ne l'est pas. Et c'est ainsi qu'on est devenu, pour les néolibéraux, amoureux de taux de croissance, hein, parce que plus on produisait, hein, il n'y a pas plus idiot, hein, comme repère dans le développement d'une société que de se figer sur le PIB, hein, qui mesure la production, hein, donc uniquement quelque chose de quantitatif, en oubliant tout ce qui est le qualitatif, et en particulier la qualité de vie ou le niveau de vie, hein, et les inégalités sociales résultant du modèle de développement que l'on a mis en place. Alors, pour revenir à ce problème de cette gigantesque machine à produire, ne faut-il pas se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on produit? On produit normalement pour répondre à des besoins, hein, des besoins que l'homme ressent. Et je me suis donc beaucoup inspiré au chapitre 7 et au chapitre 8 de mon livre, hein, à l'excellente étude des économistes atterrés sur de quoi avons-nous besoin, hein. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé depuis des mois et des mois, dans lequel ce courant de pensée, hein, auquel j'appartiens d'ailleurs, des économistes atterrés, hein, pose le problème de fond, hein, me semble-t-il, de quoi est-ce que l'homme, pour vivre en harmonie avec la nature, a véritablement besoin. Et quand on regarde de très près, hein, on distingue, hein, des besoins fondamentaux, des besoins absolument essentiels et des besoins non essentiels. Alors les besoins essentiels, effectivement, il faut y répondre, hein, parce qu'ils sont absolument intrinsèquement liés à la condition humaine. C'est le besoin alimentaire, c'est le besoin d'habitation, hein, avoir un toit sur la tête, un besoin de soins, hein, de santé, un besoin sanitaire, hein, pour se soigner et pour entretenir son corps, hein, au fur et à mesure qu'il évolue dans le temps et qu'il vieillit, un besoin d'éducation parce que c'est l'éducation qui est la clé de toutes les possibilités humaines, hein, de création et d'innovation, hein, et de compréhension du monde, hein, de son histoire, de sa géographie, de son passé, de son futur. Et également, parmi les besoins essentiels, on peut, je crois, au XXIe siècle, hein, clairement dire que deux autres besoins sont devenus essentiels au cours du XXe siècle. Le besoin de se déplacer, qui a malheureusement créé une civilisation de l'automobile, alors qu'on aurait pu penser
que le mode de déplacement pouvait être autre qu'un mode de développement, un mode de déplacement individuel qui est en train de pourrir véritablement la Terre entière, hein, tant sur ses conséquences en matière de rejet carboné que de consommation d'énergie, et qu'on pouvait très très bien miser dès le départ, hein, dans les années 1920, hein, plutôt que sur la Ford T de Henry Ford, sur des moyens de transport collectif, hein, et en particulier sur le train. Et je fais l'impasse sur l'avion parce que on en parle suffisamment à l'heure actuelle. Et puis le dernier besoin qui me paraît essentiel dans une période comme la nôtre, hein, c'est de redonner un sens à la vie, à l'expression de chacun d'entre nous, c'est-à-dire c'est le besoin de culture, hein, le besoin de découverte, le besoin de connaissance, le besoin de communication avec les autres, hein, et ça me paraît évident. Alors, je crois que si on commençait d'abord à voir quelle quantité d'énergie il faut pour régler la réponse à ces besoins essentiels, en laissant un petit peu de côté les besoins non essentiels qui ont été complètement fabriqués de toutes pièces par l'appareil publicitaire, l'appareil idéologique du capitalisme, on s'en porterait beaucoup mieux. Et il faut donc, sur chacun de ces paramètres, hein, essayer de voir comment on peut modifier notre façon de se nourrir, hein, par exemple en éliminant de la culture, l'agriculture intensive, hein, enfin qui a besoin, vous le savez, de toutes les saloperies possibles et imaginables pour fructifier, hein, et qui fait que on a complètement bouleversé les équilibres alimentaires en créant un marché mondial dans lequel on a spécialisé un certain nombre de pays. Tout ça pouvait éventuellement fonctionner en cas de non-rupture de la mondialisation, hein, mais on se rend bien compte que ça n'est pas le cas, hein, et donc il faut revenir à une autosuffisance alimentaire, hein, et en particulier pour les pays en voie de développement, cesser le pillage que les multinationales du Nord exercent sur leurs ressources fondamentales. Revoir également toutes les conditions du logement, hein. Bon, je m'appesantis pas trop sur cette notion parce que vous la comprenez très très bien. Sur le plan sanitaire, bah, il faut défendre coûte que coûte le modèle, parce que ce qui est extrêmement préoccupant à l'heure actuelle, c'est que le système capitaliste est en train de s'attaquer à des domaines qui étaient jusqu'à présent sous la protection de l'État, donc de la collectivité, parce que précisément liés à des problèmes fondamentaux pour notre survie. Et on voit bien que, par exemple, à travers le système sanitaire, hein, le marché et le système capitaliste est en train de pénétrer, hein, jusqu'à donc faire du soin et de la santé des gens une marchandise, hein. On est en train de marchandiser la santé. Le premier but de ces gens qui sont loin d'être fous, hein, qui ont véritablement des choses à imprimer, hein, et qui ne font rien par hasard, hein, c'est de privatiser le système de santé. Et donc, dans un premier temps, de mettre à mal l'hôpital public, ben, ils y arrivent, hein, et apparemment ça ne fait pas bouger beaucoup de monde, hein, si ce n'est des militants qui sont accrochés à un modèle de développement, à un modèle de civilisation, à un modèle de société qui était celui du CNR, Conseil national de la résistance, et non pas l'espèce de supercherie dénichée par Jupiter, qui n'a plus de Jupiter d'ailleurs que le nom parce qu'il maîtrise plus grand-chose. Donc, s'arc-bouter sur ce qui est absolument nécessaire en tant que réponse aux besoins essentiels, hein. Même chose pour l'éducation, hein. On voit bien que d'une façon pernicieuse, on est en train de tuer le système éducatif collectif, hein, le système éducatif d'État, hein, l'école publique gratuite
est laïque et obligatoire, hein, qu'on est en train de le tuer en le privant. C'est la réponse, c'est plus exactement le moyen traditionnel de faire chuter un service public ou une entreprise publique, la priver de ressources jusqu'à constater que, regardez, ça ne fonctionne pas et donc il faut privatiser. C'est bien connu comme discours, ça fait 30 ans que ça dure, hein, et on voit bien que la vanité de ce discours, sa perfidie, son hypocrisie et donc la nécessité de lutter contre tout cela. Alors, même chose, on pourrait faire la même réflexion sur, donc je reste à nos besoins essentiels, hein, comment est-ce qu'on peut mieux se déplacer, comment on peut mieux se loger, hein, en essayant d'être moins donc consommateur d'énergie et donc de bâtir des réponses à la notion de besoin tout à fait différentes de cette hyper production de masse et hyper consommation de masse qui ne sert à produire souvent que des gadgets ou des choses complètement inutiles dont nous sommes entourés. Je donne un certain nombre d'éléments dans mon bouquin, hein. Nous sommes entourés d'objets, hein, la tyrannie de l'objet, la tyrannie des choses, comme disait Georges Perec, l'auteur de ce livre qui s'appelle Les choses, hein, auteur en 1960 d'un bouquin anticipateur, pardon, sur la façon dont nous allions progressivement nous noyer dans le règne de l'objet, le règne de la marchandise. Ensuite, sur les besoins non essentiels, voir éventuellement comment on peut les résoudre si on peut continuer à répondre à ce besoin. Et y a-t-il véritablement d'ailleurs un besoin dans certains cas de figure? Alors la réponse à tout cela nous amène donc à mon chapitre 9, hein, qui est celui de la nécessaire sobriété, hein. Bon, tout le monde en parle à l'heure actuelle, mais sans rien mettre de concret derrière, hein. On nous dit d'être sobre, mais bon, tout ça est absolument ridicule comme discours, hein. Le seul discours véritablement pensé et réfléchi, c'est le discours de la décroissance, hein, qui effectivement n'est pas un retour du tout à l'âge de pierre ou à l'âge de la bougie, comme voudraient le faire croire les libéraux arc-boutés sur leur religion de la croissance. Ah, dame croissance, donne-nous encore un petit peu de grain à moudre et de fric à prendre. Non, c'est la nécessaire sobriété, mais ça, Vincent Liéger, dans son introduction, en parle très bien, et son bouquin sur la décroissance est vraiment à lire de façon le plus rapide possible. Alors j'en viens maintenant, pour terminer mon propos, je veux pas être trop long, hein, au lien avec l'économie sociale, hein, avec toute cette réflexion donc sur la crise systémique et l'économie sociale, hein. D'abord rappeler que dans ses racines historiques, hein, l'économie sociale c'est toujours distingué par son refus du règne de l'argent, de refus du marché, du règne du marché et du refus finalement du capitalisme, hein, et de ses conséquences. C'est ainsi que sont nées les premières mutuelles, les premières coopératives, hein, qui s'inscrivaient déjà dans la Renaissance et la volonté de créer un autre modèle de développement non capitaliste, hein, et reposant sur le partage à la fois de la consommation et le partage dans la production, hein, d'où la création des coopératives qui sont véritablement des entreprises, hein, comme les autres, mais qui sont gérées d'autres façons que les entreprises capitalistes, puisque au lieu d'être gérées par les détenteurs de capital qui attendent que le rapport de leur capital sous forme de profit, les coopérateurs, eux, s'intéressent surtout au développement de leur coopérative qui agit dans le sens commun, dans l'intérêt commun. En tout cas, telle devrait être la Bible des acteurs de l'économie sociale, même si très souvent ces valeurs, hein, de partage, de responsabilité, de démocratie interne sont foulées aux pieds par ceux-là même qui devraient les porter très très haut.
Et je me souviens hein, de m'être souvent fait reprocher une espèce de prendre l'économie sociale comme une solution de réponse à tout, en oubliant de dire qu'il y avait parfois des acteurs pervers hein, dans le système de l'économie sociale qui avaient complètement oublié leurs valeurs de base. Moi, je reviens à l'économie sociale telle que je la conçois, hein, c'est-à-dire avec un capital partagé hein, entre les salariés, entre les citoyens, pour créer des coopératives de consommateurs, hein, de façon à ce que nous puissions consommer d'une autre façon hein, que sous le diktat des hyper marchés et de la consommation du système de distribution capitaliste. Hein. Reprenons entre nos mains le système de consommation, le système de distribution. Il y a des précédents dans notre histoire. Il est en train à l'heure actuelle d'éclore des coopératives de consommateurs, soit globales, soit limitées à tel ou tel type de produits. Hein. Enfonçons le clou, permettons à ces coopératives de consommation de se développer jusqu'à devenir majoritaires au niveau du système de distribution. Il y a beaucoup à faire, mais on peut le faire. Hein. Il peut y avoir un partage de responsabilités hein, dans la transformation du système actuel entre l'État hein, et l'économie sociale et solidaire. Ce que ne peut pas faire l'économie sociale et solidaire parce qu'elle est confrontée à un problème de dimension et de taille, l'État peut le faire et je vois pas ce qui pourrait empêcher un retour à des nationalisations dans des secteurs absolument clés pour le développement économique actuel. Et là-dessus, les responsabilités de la gauche dans les vagues de dénationalisation hein, est absolument immense. Hein. On a fait de la notion même de nationalisation une notion quasiment impure. Ben non, c'est ça tout simplement la prise de ces responsabilités de l'État sur un certain nombre de secteurs de production. Et il me paraît tout à fait logique que dans des secteurs de production tels que l'énergie, tels que les transports, tels que la santé, hein, tels que l'éducation, je l'ai déjà dit, hein, soit le maître du jeu en partenariat avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit parce qu'elles sont à elles toutes seules capables de gérer une partie de la production, soit qu'elles peuvent le faire par des délégations de services publics, hein, et donc à réinventer des liens entre l'État, le mouvement associatif, le mouvement coopératif, le mouvement mutualiste. En tout cas, il y a également aussi des changements très profonds dans la distribution énergétique avec l'apparition de nouvelles coopératives sur les énergies renouvelables. Tout ça est à aider, hein, à booster, mais il faut une véritable volonté politique. Hein, et il faut véritablement que les crédits accordés au développement de l'économie sociale et solidaire changent complètement d'échelle et changent complètement de nature. Hein. Il faudrait couvrir notre pays de coopératives de consommation, de coopératives de production, parce que c'est pas simplement par une éclosion spontanée dans les territoires et par la logique du développement local bien nécessaire pour répondre à la mondialisation capitaliste que ce mouvement va se faire d'une façon spontanée. Il faut l'aider. Hein. Moi, je suis extrêmement heureux de voir tant de naissances de SCOP, de SIC, d'initiatives collectives, hein, œuvrant dans des chantiers nouveaux tels que l'économie circulaire, tels que la production d'énergie, tels que la conquête de nouveaux marchés dans l'informatique, hein, dans le transport, dans le travail que fait Emmaüs, par exemple, de deuxième main est absolument fabuleux. Hein. Donc, ces licornes sont vraiment à pousser, mais à pousser d'une façon extrêmement forte. Hein. Il faut qu'elles essaiment dans tous les secteurs de la production, dans le secteur des transports. Hein. C'est d'ailleurs le cas avec l'une d'entre elles, dans les coopératives d'habitation, dans
l'ensemble de ce que sont les outils de la production, hein, et l'économie sociale et solidaire est prête, je crois, à relever ce défi à condition donc d'un partenariat exemplaire avec l'État, à condition que cet État veuille politiquement mettre beaucoup d'argent dans l'économie sociale et solidaire, et plutôt que de continuer à balancer du fric chez les assistés que sont les multinationales qui continuent à recevoir des mannes de la part de l'État sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle, d'une façon absolument incroyable, hein, eh bien tout cet argent, ces milliards, hein, dépensés pour alimenter le profit, hein, d'un certain nombre de grandes multinationales ou d'opérateurs nationaux, tout cet argent, tous ces milliards, hein, devraient être utilisés à injecter des fonds dans l'économie sociale et solidaire, qui doit être doté également d'instruments financiers et d'épargne qui lui soient propres. Tout ça dans une perspective bien sûr de rupture avec la mondialisation et les traités de libre-échange tout azimut, hein, et un retour à des économies de territoire. Mais ça, vous connaissez ma pensée sur tout ça. Et puis je termine, en particulier, vous le verrez dans mon bouquin, sur la reconnaissance, hein, d'une pensée économique et sociologique qui est passée un petit peu inaperçue ces dernières années. C'est celle de Wright, qui a écrit un bouquin sur l'érosion du capitalisme, enfin plus exactement, c'est comment penser les luttes anticapitalistes du XXIe siècle, et il parle de l'érosion du capitalisme. Il part du principe que chaque fois qu'on a voulu faire basculer le système capitaliste, soit par une révolution globale, ça n'a pas marché, hein, et on assiste aux tragédies qu'ont été le stalinisme, l'économie planifiée, le goulag, etc., hein, ou bien l'économie étatisée de la Chine ou du Venezuela. Et l'autre façon, hein, de modifier le capitalisme, de le basculer, c'était une social-démocratie poussée à l'extrême, hein, jusqu'à ce que bascule finalement un système capitaliste dans dans des vertus sociales, hein. Et là aussi, on a vu la limite du modèle, hein, puisque plus le modèle capitaliste se durcit dans ses modes de fonctionnement, moins la social-démocratie, qui est une correction à la marge, hein, du système dominant, montre son inefficacité, et c'est ce qui explique, à mes yeux, hein, il y a d'autres raisons liées à d'autres problèmes tels que l'immigration ou autres, le basculement des social-démocraties européennes à l'heure actuelle, et ce qui va se passer en Italie dimanche est particulièrement préoccupant. Donc la thèse de Wright, c'est qu'il faut éroder le capitalisme, hein. Je trouve l'image bien faite, hein. C'est comme la marée qui creuse progressivement sous la falaise, hein, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, hein. Et bien là, ce que prône Wright, c'est l'érosion du capitalisme progressive, hein, par une entrée sur tous les fronts de la production et de la consommation, de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec l'État. Voilà, donc j'en ai terminé. Je pense que je vous ai donné à nouveau envie de lire mon bouquin, hein, dont la conclusion est à la hauteur de de ce qu'est son contenu. À crise radicale, il faut des réponses radicales. C'est pour ça que lorsque je vois à gauche un certain nombre de gens qui sont choqués par le fait que la gauche soit devenue radicale, enfin d'ailleurs on se demande à quel radicalisme ils font allusion, ça me navre, hein. C'est toute une partie de mon itinéraire politique qui se trouve blessée, hein. Non, il faut une réponse radicale, hein, lorsqu'on a en face de soi un système qui conduit le monde à la ruine totale. Bah, il faut opposer de façon brutale, hein, des réponses qui sont forcément des attaques, hein, contre le modèle de développement et les fondements du développement de ce système mortifère.
Voilà, une fois le livre sorti, début octobre, hein, je serai à votre disposition, en particulier pendant le mois de l'économie sociale, pour rencontrer tous ceux qui veulent me rencontrer, hein. J'ai déjà un calendrier qui, pour le mois de l'économie sociale, se remplit un petit peu, avec des invitations soit d'université comme à Rennes, soit par des associations ou des structures de l'économie sociale. Je peux multiplier ces déplacements, hein. Je vais également aller en Tunisie où toutes ces thématiques, hein, je les avais déjà développées en juin dans un grand colloque à Tabarka. Je vais les redévelopper. Ce pays est sur la corde raide, il a besoin d'éclairage, et également au Maroc, parce que je crois qu'il faut que le modèle de l'économie sociale et solidaire se répande dans toute l'Afrique, hein, qui est un continent clé pour le développement mondial. Voilà, écoutez, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez réagir, hein, vous m'appelez, vous faites signe, vous avez ma page Facebook, je suis sur LinkedIn, et puis je vais essayer de mettre cette fichue vidéo sur YouTube de façon à ce que plus de gens encore la lisent. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Merci de d'avoir été encore une fois fidèle à mes paroles, hein. Militant, j'ai toujours été, militant, je le reste, hein, je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, hein, en espérant que ce soit le plus tard possible. Et voilà, je vous souhaite à tous bien de bonnes choses, plein de bonnes choses. Au revoir et merci.